et mettez votre ceinture de sécurité, car pour comprendre notre place dans le monde, nous devons faire l'impensable. Il est temps pour nous de faire un retour vers le futur. Notre voyage commence dans le plus improbable des endroits. 19e siècle, Saint-Pétersbourg. À son entrée, les saints hors de la cathédrale. La ville est froide, les brumes matinales se dissipent à l'approche du soleil, et nos bottes sont couvertes de boue. Nous sommes en 1860, et si Saint-Pétersbourg se dresse royal et fier, ses habitants sont introuvables. C'est calme, trop calme. La population de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 était, nous dit-on, d'environ 500 000 personnes, et pourtant, il n'y a pas une âme en vue. Où sont-ils tous passés? L'ombre longue de la colonne Alexandre nous donne un indice sur l'heure à laquelle le soleil passe au-dessus de cette région. Les ombres longues ne se produisent que le matin ou le soir. Ce doit être le matin, mais il semble que personne n'ait encore fait surface. Si nous parcourons 643 km jusqu'à Moscou, nous voyons la même chose. Des rues vides et calmes. En 1860, Moscou partageait une population similaire à celle de Saint-Pétersbourg, environ 500 000 citoyens. Mais là encore, où sont-ils tous passés? Qu'en est-il du reste du monde à cette époque? Édimbourg, Écosse, année 1840. Copenhague, Danemark, année 1840. Dresde, Allemagne, année 1860. Rio au Brésil, année 1860. Toronto, Canada, année 1860. Athènes en Grèce, année 1860. Et puis Londres, enfin, des gens. Et que dire de Paris? Des gens, la vie. La première photographie, nous dit-on, a été créée en 1822. L'art de la photographie s'appuie sur des méthodes de juxtaposition, de comparaison et de contraste pour délivrer messages et sentiments. Dans ces photographies anciennes, nous ne trouvons pas les mêmes techniques délibérées de juxtaposition que les photographes contemporains utilisent dans leur art, mais plutôt les contrastes naturels qui sont si importants et centraux pour naviguer dans notre histoire trompeuse. Le contraste est un phénomène naturel ou artificiel dans lequel la signification est générée et transmise par la comparaison de deux éléments opposés. Lorsque l'on observe la Russie des années 1860, le contraste est immédiat entre l'absence de population et la taille de ses villes. Même au XIXe siècle, Moscou et Saint-Pétersbourg sont énormes. Les infrastructures que l'on peut voir sur les photographies pourraient contenir une population de plusieurs millions d'habitants. Pourquoi ces villes sont-elles si vastes si la population n'était que de 500 000 personnes dans chacune d'elles? De plus, le récit officiel nous donne une population qui augmente de façon linéaire à partir de 1764.
Beaucoup des bâtiments que nous voyons ici ont été construits des années avant que la photo ne soit prise. Les rues sont-ils simplement planifiées bien à l'avance? Mais c'est lorsque la population est introduite dans ces photographies qu'un nouveau contraste émerge, stupéfiant. C'est entre les gens et l'environnement lui-même. Cela peut être dû à la réduction du nombre de personnes ou à la monochromie des images en noir et blanc. Mais elles nous présentent quelque chose que nous avons côtoyé toute notre vie, sans jamais y prêter attention. C'est-à-dire l'énormité et l'impossibilité de l'architecture. Lorsque nous nous engageons dans l'industrie et la pratique du tourisme, nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre et nous observons, nous absorbons tout, nous apprenons, nous écoutons tandis que l'on nous explique ce que l'on regarde et comment cela a été créé. Devant une structure comme l'Arc de Triomphe à Paris, on peut même s'exclamer « Waouh, comment ont-ils fait ça ?» Mais le moment, inextricablement lié à l'agitation de la scène, nous empêche peut-être de nous poser cette question avec sincérité. Se tenir devant une structure comme l'Arc de Triomphe, pendant que la foule prend frénétiquement des photos sur ses smartphones, rend tout cela réel. Et nous concluons, avant d'être repoussés par de nouveaux touristes, eh bien, ils ont dû le faire d'une manière ou d'une autre, parce que je suis ici et que je le regarde. Au cours de notre endoctrinement à l'école, on nous montre rarement de vieilles photographies des grandes villes disséminées dans notre monde plat. Et peut-être pour une bonne raison. Car lorsque nous marinons sur des images comme celle-ci, et que l'on nous présente la preuve visuelle d'un peuple victorien très primitif, parsemé comme des sauterelles dans l'ombre de la plus magnifique architecture, grandiose et brillante qu'un être humain puisse jamais imaginer, nous commençons à avoir des doutes. En effet, comment ont-ils construit ça? L'Arc de Triomphe est constitué de 36 695 mètres cubes de calcaire et pèse 95 407 tonnes, soit un peu plus de 95 millions de kilos. On nous dit qu'il a fallu 12 ans pour construire l'arc géant en deux périodes différentes, de 1806 à 1814 et de 1832 à 1836. Comment ont-ils transporté cette quantité de calcaire avec les mêmes chevaux et charrettes que nous voyons sur les photographies? Regardez de plus près les 4 sculptures qui ornent chacun de ses côtés. Regardez la complexité des sculptures et le motif de l'ornementation qui encadre l'arche. Chaque section est parfaitement répétée, sans aucune déviation ou incohérence. Le premier véritable outil électrique n'a été inventé que 60 ans après l'achèvement de cette arche. On nous dit qu'elle a été fabriquée à la main. Est-ce même possible? Et puis, il y a le plafond de l'arche. Des roses immaculées sculptées en 3 dimensions, parfaites dans leur symétrie géométrique. La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et des bordures transversales. Embarquez et mettez votre ceinture de sécurité, car pour comprendre notre place dans le monde, nous devons faire l'impensable. Il est temps pour nous de faire un retour vers le futur. Notre voyage commence dans le plus improbable des endroits. 19e siècle, Saint-Pétersbourg. À son entrée, les saints hors de la cathédrale. La ville est froide, les brumes matinales se dissipent à l'approche du soleil, et nos bottes sont couvertes de boue. Nous sommes en 1860, et si Saint-Pétersbourg se dresse royal et fier, ses habitants sont introuvables. C'est calme, trop calme. La population de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 était, nous dit-on, d'environ 500 000 personnes, et pourtant, il n'y a pas une âme en vue. Où sont-ils tous passés?
La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et des bordures transversales est époustouflante. Regardez le reste de Paris à cette époque. Encore une fois, une pléthore de structures incroyables, gigantesques et magnifiques. L'infrastructure de la ville est grandiose, et les gens, ainsi que leurs moyens de transport, sont primitifs, peu sophistiqués, et ne semblent pas du tout développés au point de produire une ville comme celle-ci. Les routes sont mal pavées et irrégulières. Elles sont sales et boueuses. Nous voyons également à cette époque des bâtiments dont l'architecture s'aligne sur celle des habitants, des bâtiments en proportions difformes, moins développés et raffinés, charmants à leur manière mais grossiers dans leur utilisation du bois et du plâtre. C'est exactement le type d'architecture que l'on attend d'une génération vivant à l'ère du cheval et de la charrette, une génération ignorante des découvertes technologiques qui allaient suivre dans les années à venir. De plus, au moment de cette photographie, l'arche a environ 40 ans depuis son achèvement. Mais pouvez-vous voir à quel point certaines parties de la structure sont usées? L'altération de la pierre suggère que l'arche est beaucoup plus ancienne. Alors que nous approchons de la fin du XIXe siècle, nous constatons que les moscovites se sont enfin décidés à quitter leur maison et à s'aventurer dans les rues. La fameuse place rouge est maintenant animée. La cathédrale Saint-Basile et la tour Spasskaya dominent le cadre de la place. La construction de la cathédrale Saint-Basile a commencé en 1555 et s'est achevée en 1561, soit 6 ans seulement. Elle a subi un énorme incendie en 1737 et a été restaurée pendant 20 ans. Mais regardez-la, quelle structure! Presque irréelle, et ne ressemblant à aucune autre. Elle est composée de milliers de briques rouges et de tôles d'étain qui ont été façonnées pour former les dômes en oignon caractéristiques que nous voyons. Regardez de plus près la complexité des dômes. Comment ont-ils plié le métal pour atteindre une telle précision et perfection au XVIIIe siècle? Et encore une fois, s'ils avaient les compétences et le dévouement pour construire une telle merveille, pourquoi les conditions de la route sont-elles si mauvaises et couvertes de boue? Nous voyons ces incroyables structures et bâtiments partout sur les photographies du XIXe siècle. Nous avons le merveilleux palais de cristal de Londres, une structure monstrueuse avec la plus grande surface de verre jamais vue dans un bâtiment. Et tout cela construit avant que l'Angleterre n'ait une usine de fabrication de verre automatique. Nous avons l'abbé et le Parlement de Westminster. Nous avons l'ancien arc de Euston, construit en grès pur en 1837, et des rues non pavées et pleines de boue. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas donné la priorité aux rues dans lesquelles ils marchaient? L'église Notre-Dame, le chef-d'œuvre de Dresde, en Allemagne, dont la splendeur complexe et opulente contraste directement avec les chariots déglingués et les charrettes tirées par des chevaux des gens en bas. Un peuple dépendant du strict nécessaire. Un peuple complètement éclipsé par sa taille et sa majesté. La bibliothèque du Parlement à Ottawa, Canada, construite sur une période de 17 ans. Les premiers colons importants sont arrivés en 1800. Et au moment de la construction, la ville comptait moins de 20 000 habitants. Une bibliothèque grandiose et majestueuse était-elle vraiment une priorité pour les colons? Pourquoi le bâtiment semble-t-il avoir été prélevé en Europe et collé au Canada? Même au début du siècle, 40 ans avant que Bosch ne fasse connaître l'outil électrique, nous avons l'ancienne gare Penn à New York. Regardez la taille de ce bâtiment, aux proportions complètement hallucinantes. Comme on peut le voir sur la photo, chaque motif octogonal sculpté sur le plafond du dôme arqué est plus grand qu'un seul être humain. Regardez les colonnes gigantesques et les détails des feuilles montantes qui décorent le sommet de chaque pilier. Et ils nous disent que cette station a pris 6 ans à construire, 6 années entières.
Mais oui, bien sûr. Pourquoi sommes-nous si crédules? Même sans accès aux outils électriques modernes, aux pièces de construction de base et à la technologie des grues, nous ne pourrions pas reproduire cela aujourd'hui. Et plus important encore, nous ne reproduisons pas ce type d'architecture aujourd'hui. Les menteurs officiels de notre monde ont un terme générique pour ce type d'architecture que nous voyons en Amérique du Nord. Ils l'appellent historisme. L'historisme est un terme inventé pour décrire un style d'architecture qui est de nature revival, ou, en d'autres termes, qui copie le style d'une autre période de temps. Les grands arches et les bâtiments avec des colonnes géantes que nous voyons sont construits dans le style classique ou gréco-romain. Et les cathédrales sont construites dans les styles Renaissance et gothique de l'Europe médiévale. Les éléments de ces styles architecturaux particuliers sont caractérisés par de grandes flèches, des fenêtres cintrées, des tours, des tourelles, des dômes, des voûtes à arcades, des sculptures, d'énormes portes, des fenêtres circulaires géométriques, des colonnes, des cadrans d'horloge et des clochers. Les traces de cette architecture impensable se trouvent littéralement partout dans toutes les villes et dans le monde d'aujourd'hui. Certaines sont préservées et entretenues, comme l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. D'autres sont perdues et oubliées par le temps, comme l'Arche de Houston et l'ancienne gare Penn de New York. En tant que peuple, nous parcourons des kilomètres pour prendre nos propres photos de ces merveilles. Mais les photographes du XIXe siècle nous ont offert quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé donner à une génération future: la perspective. Nous voyons un peuple primitif sur fond d'infrastructures architecturales clairement avancées. Les historiens officiels du monde nous racontent des histoires d'évolution darwinienne et de progression entre les périodes. Les personnes qui sont venues après ont toujours été plus avancées dans leur façon de faire, affinant et redéfinissant les méthodes de la génération qui les a précédées. Si l'apogée de l'innovation et de l'industrie au XIXe siècle était encore le cheval et la charrette comme moyen de déplacement, alors, comme ces photographies nous le disent, ce style d'architecture était tout aussi impossible pour ceux qui vivaient dans les siècles précédents. Toute personne ayant une prédisposition à la réflexion et au questionnement peut immédiatement sentir, en regardant ces photographies, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, que quelque chose ne va pas avec le récit historique dominant.